Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Il est 12h32 dans le ZCL News. Vous êtes en direct de la radio. Attention, salut nos amis de C10FM aussi, puisque vous pouvez nous écouter en radio et à la télé, nous voir à la télévision. Et puis, bien sûr, on salue nos amis de France, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, enfin, tout côté, regardez-nous. Salut à Zot, nous avec Zot pour un moment. Alors, on va recevoir dans un instant, comme chaque mois, Rosan Mounier, bonjour. Bonjour. Avec lui, on va un petit peu décrypter l'actualité récente de la Guadeloupe, les faits importants. Ensuite, nous devons recevoir Woody Vardarassin, Pierre-Edouard Décimus, puisqu'il y a une petite polémique autour du 40e anniversaire de Kassab. On a vu des choses sur les réseaux sociaux. Ils seront là tout à l'heure pour nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Jean-Jacques Fouin pose une conférence, l'Human Week, ça commence demain. Il viendra tout à l'heure nous en parler. Et Mylène Paul, notre coach, sera aussi parmi nous vers 13h30. Et on va terminer avec un artiste plasticien, Alexis Peskin. Bonjour Naïla, l'actualité aujourd'hui. Bonjour Danick et bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de C10FM et d'RHT Guadeloupe. Alors l'actualité, bien entendu, c'est la violence faite aux femmes. L'enquête Virage, les chiffres sont dévoilés aujourd'hui. On en saura un petit peu plus. Cette enquête qui a débuté en 2018 concernait la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. On reste toujours dans cette même schéma de violence faite aux femmes où des jeunes écoliers. Les jeunes écoliers ont fait une marche pour montrer leur soutien et surtout leur intéressement vis-à-vis de ce fléau. Et pour finir, l'ARS dévoile son plan Paul Parent-Enfant qui arrivera bientôt au Palais Royal aux Abîmes. Voilà, merci Naïla. Je signale qu'on nous l'a dit à Relais en direct là-bas, il y a un incendie en ce moment qui fait rage du côté de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Nous aurons probablement des images qui sont déjà sur le Facebook. Si vous faites attention, vous pouvez les voir. Sinon, bien, je vous l'ai dit, comme chaque mois, nous recevons notre décrypteur national. Je vais parler de Rosan Mounier, qui est ancien secrétaire général de l'UGTG, mais aussi observateur attentif de la vie politique, économique, sociale de notre pays. Avec lui, on va essayer de faire, dans les 20 minutes qui nous restent, un petit tour de l'actualité. Rosan, avant même de parler de la Guadeloupe, 14 soldats français ont été tués hier au Mali par des djihadistes. La France est en train de payer son occupation de ce pays, ou c'est quelque chose de normal qu'on voit ça? Ils ont été tués par les djihadistes ou ils se sont fait sauter eux-mêmes? Oui, enfin, semble-t-il. Bon, le problème, c'est que ce qu'il y a de grave aujourd'hui dans cette situation en Afrique, et particulièrement au Mali, je crois que la présence de la France au Mali est en train d'exacerber les contradictions au sein de la société malienne, au point qu'aujourd'hui, le Mali est devenu un pays ingouvernable. Et je ne crois pas, quelles que soient les difficultés qu'un pays puisse rencontrer au sein des populations ou des ethnies qui composent cette population, à partir du moment où on met en place des forces d'occupation, forcément, on va vers des affrontements fratricides entre les différentes composantes de cette population. Donc, la pacification, c'est une opération qui doit se faire à l'intérieur, à travers un dialogue patient, construit, élaboré par les acteurs, par les personnes concernées, avec éventuellement un arbitrage de puissances voisines, de pays africains qui seraient partisans de porter un coup de main. Et partout où la France passe en Afrique, cela se solde par des guerres civiles, par des violences. Des déstabilisations aussi. Et des déstabilisations. Beaucoup de gouvernements ont été, à Côte d'Ivoire par exemple. Absolument, absolument. Sans parler de Kadhafi. Absolument, parce qu'en fait, derrière, la France a joué un sale rôle dans la déstabilisation de l'Afrique. À partir du moment où un certain nombre de leaders africains ont manifesté la volonté de sortir de l'influence économique de la France en remettant en cause le franc CFA. Je crois que c'est le début de tout ce qui est devenu une catastrophe en Afrique, notamment en Afrique francophone. À commencer par la chute de Kadhafi, par la déstabilisation de Gbagbo, etc. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe également à Cotonou,
ce qui se passait également au Congo. Donc on se rend compte véritablement que ça a été le point de départ d'une véritable opération de déstabilisation que la France a ourdi dans ces pays-là, dans ses visées néocoloniales. Alors, sans faire d'approximation, puisque nous ne sommes pas encore dans cette situation, mais ce qui se passe en Afrique, ça devrait nous servir déjà de leçon, je veux dire, en amont. Si demain la Guadeloupe change de statut, est-ce qu'on ne risque pas de tomber, nous aussi, dans une forme de néocolonialisme, entre guillemets, à l'africaine? Bien, ici, nous sommes dans une situation très particulière. Quand on regarde un peu l'évolution de la situation politique en Guadeloupe, pendant longtemps, l'État s'est appuyé sur la classe politique qui détenait les différentes institutions, à savoir les communes, le département, la région, etc. Donc, elle s'est servie de cette classe politique pour assurer son contrôle à la fois économique sur le pays, mais également idéologique sur l'ensemble de la société à travers le concept de l'assimilation, renoncement à l'identité guadeloupéenne. Aujourd'hui, évidemment, et cette classe politique qui a détenu le pouvoir, enfin, les parcelles de pouvoir qui lui ont été attribuées, elle s'est engoncée dans une sorte de politique de gaspillage, d'irresponsabilité. Et aujourd'hui, la France est devenue une puissance économique de seconde zone. Elle n'a plus les moyens d'assurer des largesses politiques. Elle est mise à l'index dans tous les domaines, le domaine environnemental, le domaine financier, le domaine douanier, etc. Elle n'est pas en mesure de faire face à toutes ces obligations, à la fois vis-à-vis de l'Union européenne et d'une manière plus globale vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, elle n'a plus les moyens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, cette classe politique, elle est en train de la museler et de la disqualifier, d'autant que on se rend compte que certains des éléments de cette classe auraient quelque peu évolué dans leur positionnement et seraient plus ou moins prêts à faire un pas en avant pour justement essayer de sortir de cette situation. Donc il faut museler tout de suite, disqualifier et créer le chaos. Créer le chaos en permettant deux choses essentielles. Un, l'apparition d'un populisme créant la confusion et créant la démobilisation citoyenne, remettant en cause la chose politique en elle-même et développant des idées montrant que tout politique est un pourri et que par conséquent, on n'a pas besoin de ces politiques-là. Donc c'est le développement du populisme. La deuxième chose, à la faveur du développement de ce populisme, permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique qui serait plus businessman, qui serait plus gestionnaire, mais qui serait également dépourvue de couleur politique, un peu à l'image de ce qui se passe en France avec les marcheurs. Ouais. Donc on est dans ce schéma-là, et c'est ce schéma-là qui préfigure du devenir néocolonial de la Guadeloupe, sauf si, évidemment, le peuple et les différentes composantes de la population prennent les choses en main et se mettent dans une nouvelle démarche de faire peuple ensemble. Et c'est en ce sens que le préfet, qui aujourd'hui qu'on appelle gouverneur ou néo-gouverneur, applique sa feuille de route tout à fait normalement, entre guillemets. Mais la feuille de route, c'est une feuille de route qui correspond aux orientations de la politique de Macron. C'est exactement le schéma qui se développe en France, qui se développe ailleurs. Donc, il est parfaitement dans son rôle. Mais aujourd'hui, précisément, est-ce qu'on peut faire impunément et indéfiniment en Guadeloupe ce qu'on a toujours fait sans que les Guadeloupéens ne réagissent? Et c'est là que nous avons une responsabilité.
Nous avons tous une responsabilité. D'abord, au niveau de la société civile, au niveau des acteurs de la vie économique et des acteurs de la vie sociale, il n'y a pas, il faut que l'on comprenne bien qu'il ne saurait y avoir de perspective dans le cadre du système actuel. On a déjà tout essayé et rien n'a marché. Ce n'est pas en allant vers une différenciation, le nouveau gadget qui a été inventé, qu'on arrivera à régler des problèmes que la départementalisation, la régionalisation, la loi Noutré n'a pas réglé. Donc, la question de la décolonisation redevient, comme elle l'a toujours été, une question à l'ordre du jour. La question, c'est de savoir par quel bout le prendre et avec quels moyens. Alors, à ce propos, hier soir, j'ai assisté à une manifestation, je ne sais même pas comment la qualifier, puisque hier, dans la journée, le sénateur Théophile a annoncé la signature, l'adoption d'un amendement sur le duty free. Le soir, il y a une grande réunion populaire avec l'ensemble de la classe politique d'opposition au maire Bangou sur le duty free. Quand on écoute bien tout ce qui a été dit, finalement, on s'aperçoit, et c'est mon point de vue, que l'irruption du duty free à Pointe-à-Pitre n'a pas changé grand-chose à la réalité économique de cette ville. Non, mais chaque fois qu'il faut y avoir un débat de fond, on s'égare dans des ruelles sombres. Oui. La question des duty free, etc., c'est un épiphénomène qui ne représente pas un enjeu stratégique. On est dans un pays, on est dans une île. Cette île est dans une région qui a une façade atlantique. C'est un atout économique important. Cette façade atlantique nous permet d'être au cœur du commerce international. On a un port en eau profonde, c'est un enjeu stratégique, mais ce port en eau profonde n'est pas un atout de développement économique pour la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que comme toutes les ressources du pays, l'État français a pris la main. Le port est une structure qui est directement prise en main par l'État, comme les ressources naturelles sont prises en main par l'État, et sans qu'il n'y ait de retombées directes. Et pourquoi l'État a voulu prendre en main le port? Précisément parce que, avec le nouveau tracé du canal de Panama, c'est par là que les choses sérieuses se passent. OK? On peut être un hub important dans la région, en complément de celui qui existe déjà à la Jamaïque, puisque la Martinique n'a pas les mêmes atouts que nous, et par ailleurs, elle est située légèrement plus au sud. Nous avons cette façade atlantique qui peut nous permettre justement, non pas de faire simplement de l'importation, mais d'être justement un hub de redistribution et nous permettant d'avoir une influence sur le commerce international. Mais pour ça, il faut une politique de développement économique. Or, ce que l'on constate, aussi bien dans la région, au niveau de la région actuelle que de celle qui a précédé, il n'y a véritablement pas de politique en la matière. Il y a soi-disant un élu en charge du développement économique, mais qui fait plus le beau à l'Assemblée nationale que sur le terrain. Et je n'ai jamais entendu ni vu se développer une idée productive sur les questions du développement économique, alors que précisément, ça a été l'engagement sur lequel ces gens-là ont demandé à voter pour eux. Donc on est vraiment dans une situation, la Guadeloupe est en train de se transformer en désert économique. Ça se voit. Alors, il nous faut dire quand même quelques mots sur une revendication. Vous avez été parmi les auteurs de cette revendication il y a de là 10 ans, syndicat unique de l'eau. Alors, ça a traîné. Finalement, on arrive à la situation aujourd'hui où pratiquement la classe politique, après beaucoup de traînaillement, j'ai envie de dire, a accepté le principe du syndicat unique de l'eau tel qu'il avait, pas tel qu'il avait été proposé par LKP, mais enfin tel qu'il avait été envisagé au moins. Le préfet pèse de tout son poids
Et la petite révolution, entre guillemets, c'est l'arrivée des consommateurs, des associations de consommateurs et de défenseurs de l'eau dans ce syndicat unique qui est en transformation, qui est en formation, en gestion et qui sera peut-être officialisé pendant le premier trimestre de l'année. C'est une bonne chose d'arriver à cette solution, oui. Mais je pense également sur la question du syndicat unique de l'eau, il y a à la fois la question de l'eau, oui. Mais il y a deuxièmement la question de l'assainissement. Oui, ces gestion. Deux questions sont liées. Absolument. On parle depuis un certain temps, tout le monde est soi-disant d'accord sur le syndicat de l'eau, le syndicat unique, mais personne n'a jamais défini les contours précis de cette structure. Deuxièmement, l'inventaire des ressources disponibles à travers les différents opérateurs, parce qu'il y a une multitude d'opérateurs de l'eau, selon les régions, selon les communautés d'agglo, et même dans des communautés d'agglo, il peut y avoir plusieurs opérateurs qui traitent de la question de l'eau. Aucun inventaire exhaustif des ressources disponibles n'a été fait pour savoir si le syndicat unique de l'eau, on peut le mettre en place tout de suite avec les ressources disponibles, ou est-ce qu'il n'y a pas redondance de ressources et est-ce qu'il n'y a pas des ressources qui manquent dans certains domaines de compétences pour mettre en place cette opération. C'est une opération lourde qui ne pourra pas se réaliser en un coup de baguette ni à travers une simple délibération politique. C'est un vrai dossier qui mérite une étude approfondie et que l'on devrait mettre en place progressivement pour permettre justement qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement, mais qu'il n'y ait pas non plus de rupture de facturation. Oui. Parce que c'est l'eau qui doit payer l'eau. Oui. Et il ne faut pas s'attendre, contrairement aux déclarations qui ont été faites, à ce que l'État mette de l'argent autre que ce qui a été prélevé sur nous-mêmes. Alors, donc c'est une opération importante, oui, délicate, mais suffisamment, qui demande un sérieux que jusqu'à présent on n'a pas vu se manifester à travers les preneurs de décision. Hier, aux Amouniens, je recevais ici Mouna Edouardville, qui est membre du comité de défense du CHU. Ça va faire 2 ans que le CHU a brûlé, a cramé, comme on dit. Et au jour d'aujourd'hui, peu de choses ont changé. Mouna nous le disait hier, que les gens sont encore traumatisés, que les soins ne sont pas assurés. Alors la France et le président et la direction de l'hôpital parlent du futur hôpital qui sera ouvert dans X années, 3-4 ans. Mais pour l'instant, la Guadeloupe est en une situation de soins minima, du point de vue hospitalier. Non, mais ce n'est pas étonnant, puisque tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est d'essayer d'étouffer le problème et de faire croire à la population que l'État et l'ARS sont en train de régler le problème et que les gens qui manifestent autour de l'hôpital sont des fauteurs de troubles. C'est cette idée qui a été validée pendant toute la période où on a parlé de l'hôpital, particulièrement pendant la période des grandes vacances, où il y avait une mobilisation exceptionnelle. Le problème de fond, il est là, c'est une absence de volonté politique. On se retrouve dans une situation dans ce pays, et je crois que les Guadeloupéens devraient s'interroger sur cette question. Quel est le rôle de l'État vis-à-vis de la population? Le rôle de tout État, c'est de protéger sa population. En l'occurrence, pour ce qui est de la Guadeloupe, on ne peut pas dire que l'État ait protégé les Guadeloupéens. Protéger la population, c'est d'abord lui assurer une santé, un système de santé convenable et un système éducatif qui lui permette de sortir de l'ignorance. Or, non seulement nous avons un système de santé défaillant, mais les actions économiques qui ont été menées par un certain nombre d'acteurs ont entraîné une catastrophe sans précédent en Guadeloupe.
lorsqu'en France, les acteurs économiques ont contrevenu à un certain nombre de dispositions et ont provoqué une catastrophe avec notamment l'amiante, l'État a mis en place un plan de désamiantage et a indemnisé les personnes victimes. Lorsqu'il y a eu cette opération de sang contaminé, le Mediator, aussi. Lorsqu'il y a eu le Mediator, lorsqu'il y a eu les prothèses mammaires, oui, l'État a tout de suite, même s'il n'est pas responsable, il a tout de suite interpellé les acteurs économiques et mis en place des dispositifs pour assurer la protection de la population. En ce qui nous concerne, non seulement il ne l'a pas fait s'agissant de la situation de l'hôpital, mais mieux, alors qu'il était parfaitement au courant de la dangerosité du chlordécone, il a sciemment autorisé l'utilisation du chlordécone qui a provoqué une catastrophe sans précédent. On est champion du monde des cancers de la prostate. Et aujourd'hui, justement, je vais à l'enterrement d'un grand combattant, un ouvrier agricole, Hector Moiré, qui a 74 ans, quelqu'un qui est à peu près de ma génération, oui, mais qui a travaillé toute sa vie dans la banane. Il est décédé des suites, comme on dit, d'une longue maladie, à cause précisément du chlordécone. Et je profite pour adresser mes condoléances à sa famille. Donc c'est pour bien vous montrer et que les Guadeloupéens doivent être conscients que ceux qui veulent de la France, il faut qu'ils sachent que la France ne les considère pas comme de vraies personnes ayant de vrais droits, mais comme des colonisés et rien que des colonisés. Vous avez avant de terminer très rapidement, mais on y reviendra le mois prochain, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez le sentiment, au vu de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain politique à Sainte-Rose par exemple, à Pointe-à-Pitre ou autre part, que les municipales qui arrivent vont réellement changer les choses? Les municipales qui arrivent, en fait, on se rend compte que les collectivités, les communes, sont toutes très endettées, sans exception. Et tout le monde pense avoir sa petite recette. Mais le sentiment qu'on a, c'est que quand on voit le nombre de candidats, on a plus l'impression que ce sont des candidats qui postulent à un emploi, plus qu'à des gens qui cherchent, à travers la politique, réaliser des projets collectifs. Donc c'est une véritable foire. Mais nous y reviendrons, je vous promets, le mois prochain, puisqu'on sera à la fin de l'année. On fera un petit peu le bilan de l'année 2019 en Guadeloupe, une année qui n'a pas été heureuse pour les Guadeloupéens. Et donc, aux Amouniens, on vous remercie d'être venus. Il est 12h55, on prend rendez-vous dans un mois. Parle-nous, parce qu'il y aura le congrès l'autre mois. Oui, on peut envisager au lendemain du congrès. Au lendemain du congrès, on fera cette émission spéciale et on parlera un petit peu de ce congrès. En espérant que la montagne va accoucher autre chose que d'une souris. Espérons, soyons lucides et réalistes et pas pessimistes. Voilà, 12h56, on prend la première pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure avec Pierre-Edouard Décimus et Woody Vardaracin qui sont déjà là pour parler des 40 ans de Kassav et puis de toute cette polémique qu'il y a eu autour d'une pseudo-subvention pour Kassav. Là aussi, il faut que les choses soient claires. À tout à l'heure dans le ZCL News. Merci, Rosan. Voilà, il est exactement 13h03 dans le ZCL News. Vous le savez, l'émission l'a regardée sous cette tranche. Et d'habitude, on ne le fait pas, mais on va faire un petit lien entre la pub que vous venez de voir. C'était le concert au Kassav, 40e anniversaire. C'est à la fin de l'année. Et les gens qui sont là, les gens de Kassav, des maîtres à manioc, je vais parler de M. Pierre-Edouard Décimus. Bonjour. Bonjour. Woody Vardaracin aussi, bonjour. Bonjour. Tout ça, c'est du Kassav. Il y a aussi M. Jean-Jacques French, un nom très français. Jean-Jacques French. Il est venu parler de l'homme, l'entreprise, quel futur. C'est l'Human Week. On va parler de tout ça tout à l'heure. Merci d'être là. Bonjour. Et puis, bien sûr, Naïla, l'actualité, avant de partir à Rue Vatable, je crois qu'il y a un incendie assez grave. Mais pour l'instant,
on reste encore dans le virage d'outre-mer. Tout à fait. Virage d'outre-mer réalisé par l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Donc, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ils ont réalisé depuis 2018, dans les territoires de Guadeloupe, Martinique et Guyane, une enquête et les résultats tombent aujourd'hui à la préfecture de la Guadeloupe. Donc, à l'occasion de cette journée, on a pu constater que les faits, d'une part, de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles est très en vogue en Guadeloupe, si on peut dire en vogue, pour ne pas dire que... Déplorable même. Déplorable, hein? Oui. Pour ne pas dire déplorable, tout à fait. Cette problématique touche énormément de femmes sur le territoire. Donc la collecte a été réalisée sur un échantillon de 2014 femmes et ce qu'il en ressort, une femme sur 5 sont touchées par ce fléau. Donc c'est vraiment gravissime. Reportage Olivier Félix qui nous dénote un petit peu la situation dramatique de cette violence aux femmes. Et si on a encore le temps, tout de suite après cette interview, on va glisser sur cette marche que les étudiants, des élèves, des scolaires sont touchés par ce fléau et ils ont tenu sincèrement à montrer leur soutien, mais soutien à faire part de des solutions qu'ils peuvent proposer à ce type de fléau, parce qu'on peut savoir que derrière cette violence, c'est une maman, c'est une femme, c'est une sœur, c'est une tante ou une cousine qui peut être victime de cette violence conjugale. Reportage. Virage, elle nous permet d'objectiver une situation qu'on connaissait déjà de façon brute par les chiffres des forces de l'ordre. Plus de 1100 femmes ont été victimes de violences physiques sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début de l'année. Cette enquête Virage, elle a été menée sur à peu près 2000 personnes, 2100 femmes par téléphone qui ont été contactées sur des entretiens longs et on leur a posé des questions sur est-ce qu'elles avaient subi des faits de violence au cours de l'année passée. Et les résultats sont assez éloquents puisque sur plus d'une femme sur 10 déclare avoir été confrontée à des faits de harcèlement sur la voie publique. Une femme sur 25 des faits de harcèlement sexuel dans l'espace de travail, donc sur son lieu de travail. Et puis, c'est peut-être le chiffre qui doit le plus nous interpeller, une femme sur 5 dans son couple. Dans l'enquête, les femmes ont saisi l'occasion pour dire, donc c'est là on revient plus au portrait, c'est que j'ai subi ça, c'est plusieurs fois, je considère que c'est grave ou assez grave et donc elles en parlent autour d'elles, elles en parlent aux forces de l'ordre aussi, nous avons vu pour certains types de faits, au travail aussi, qu'on est dans un contexte aussi où peut-être il y a quand même un manque de compréhension de la part, notamment on a vu de collègues, malgré toutes les actions et législations pour faire en sorte que les femmes soient tranquilles pour aller travailler, pour ne pas être embêtées parce que ce sont des femmes. Et on voit quand même qu'il y a des collègues qui continuent et c'est ça qui semble, mais on l'a vu aussi ailleurs, des collègues qui pensent que tout est permis, voilà, de faire des propos un peu malvenus. Le tableau que dresse l'INED de la situation est pas très glorieux et il appelle à l'action. Après, c'est dans cet exercice du Grenelle de lutte contre les violences conjugales propose un certain nombre de pistes. Il y a eu 32 pistes au plan local qui ont été déclinées, dont, et c'est ce qui ressortait de la discussion aujourd'hui en préfecture, l'essentiel c'est évidemment l'éducation. Il faut qu'on commence par éduquer les jeunes hommes pour faire comprendre que les comportements violents sont absolument inadmissibles et puis éduquer aussi les jeunes femmes pour qu'elles sachent et qu'elles portent plainte, qu'elles déposent plainte et qu'elles ne laissent pas passer encore une fois ce genre de comportements qui sont inadmissibles et qui sont des infractions pénales. Chaque année, nous faisons cette manifestation et pour nous, il était important de toucher cette jeunesse parce que la violence part de cette jeunesse. La violence, elle est toujours là. Chaque soir, chaque matin, on entend que des jeunes se sont entretués et nous voyons que la tranche d'âge des personnes qui se tuent se situe entre 18 et 35-45 ans. Donc, il était important pour nous de toucher cette jeunesse, de porter ce conseil, cette éducation, cette moralité pour permettre à cette jeunesse de prendre conscience et de plus jamais ça, de ne pas accepter de se laisser taper, de ne pas accepter de se faire insulter. Et c'est tout le combat que nous voulons mener. Il faut arrêter les violences faites aux femmes. Et franchement, nous sommes, comme vous le voyez ici, nous sommes tous réunis pour dénoncer ce qui se passe dans la société parce que les femmes sont dans un système, elles ont peur, elles sont en silence. Et nous, on parle au courage à leur place pour dénoncer ceci et pour
faire justice pour elle. C'est très important parce que il est inadmissible que des femmes subissent des violences de la part de leurs conjoints, de leurs compagnons. Il est inadmissible que les enfants soient des victimes, subissent aussi cette même violence. Oui, c'est important pour nous parce que c'est comme si, comment dire, nous sommes une famille. Donc, ce qui arrive aux femmes, c'est comme si ça nous touchait nous. Les femmes qui prennent des coups, c'est comme si on prenait le coup aussi. Donc, voilà, nous sommes tous réunis pour ça, pour dénoncer. Le message, c'est de dire stop, il y en a trop. Quand on regarde sur le plan national, l'effectif des femmes qui se sont déjà fait tuer, quand on regarde ce que le préfet fera cet après-midi, les résultats du Grenelle de la violence, de la lutte contre la violence faite aux femmes, nous disons que ce travail que nous voulons faire, c'est un message d'éducation, un message de moralité, un message de prise de conscience pour cette jeunesse. On a eu des discussions en classe et j'ai été surprise par ce que les enfants m'ont dit, des propositions face à la colère, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est la gestion de la colère. Et donc je suis très optimiste pour demain. Depuis les classes de maternelle, je crois qu'il est temps pour nous et que l'éducation nationale s'associe à ce mouvement et qu'il y ait une formation au niveau des enseignants, qu'il y ait une formation au niveau des policiers, qu'il y ait une formation au niveau de la population et de toutes les associations qui gèrent la défense des intérêts des femmes sur la Guadeloupe et dans le territoire national. Est-ce que ça va changer pour les femmes? En tout cas, on le souhaite ardemment parce que la situation est particulièrement compliquée, même après le Grenelle des femmes, même après toutes ces manifestations, les violences continuent. Alors, on va changer de sujet carrément puisqu'on va parler un petit peu festif. Nous avons deux éminents responsables de fêtes en Guadeloupe, de musique pour Pierre-Édouard, d'organisation pour Woody Vardarassin. Alors, Woody, du 6 au 23, deux petits mots quand même sur le Jari, en fait. C'est déjà le moment d'en parler. Oui, c'est le moment d'en parler, parce que Jari, en fait, bon, on en est à sa 16e édition cette année, donc 16 éditions que Jari, en fait, existe. Hein. Première édition était en 2004. Donc aujourd'hui, on a un programme d'animation qui est relativement chargé et je dirais un programme très cohérent. Comme chaque année, mais très cohérent aussi, parce que cette année, particulièrement, on s'est greffé sur un certain nombre d'événements en marge de ce qu'on fait traditionnellement. Oui. Mais on va démarrer dès le 6 avec du 6 au 8. On aura le traditionnel rallye Kawikera, donc qui est organisé en partenariat avec la ZAG et la sécurité routière, parce qu'en dehors d'un simple rallye automobile, il appartient aussi aux organisateurs de pouvoir sensibiliser les gens sur les dangers de la route, donc tout ce qui est addiction, alcool, drogue, etc. Après, on passera du 9 au 15, on a le Caribbean Week, donc c'est une animation qui est initiée par la région Guadeloupe, qui est portée par la région Guadeloupe à 100%, qui va s'intégrer dans le cadre de Jari en fait, et il y a plusieurs séquences au niveau de cette manifestation. Bon, on peut en parler rapidement. Hein. Alors, justement, une question. Quel lien, tout à l'heure, Pierre, on va parler avec lui, qu'il y a entre ce Caribbean Week et le 40e anniversaire de Kassav? 40e anniversaire de Kassav, parce que Kassav, non seulement il a accompagné les actions au niveau de la région depuis le début de l'année. D'ailleurs, au mois d'août, quand on était au Carifesta, Kassav était programmé au niveau du Carifesta. Il y a une délégation de la région qui était aussi partie avec quand même des représentants qui ont eu un grand succès là-bas. On a eu Jimmy Bibouak, Naomi Martino, Colette Chico. Tout cela, on l'a reçu de toute façon, il y a eu et dans ce cadre-là maintenant, l'articulation qui est venue, c'est qu'au niveau de l'OSCO, qui est l'organisation des stades de la Caraïbe orientale, Kassav a bien voulu, en fait, M. Pierre-Édouard Décimé-Soutou, qui est le producteur exécutif et exclusif du concert de Kassav, a bien voulu se prêter au jeu et que le concert qu'il organise le 14 serve seulement de socle pour célébrer l'entrée de la Guadeloupe, l'adhésion de la Guadeloupe à l'OSCO. Voilà. Alors justement, Pierre-Édouard, vous êtes un des fondateurs de Kassav, on l'a dit mille et mille fois, mais autant que je me souvienne, Kassav a été très caribéen. Il a été africain, je reviens d'un pays africain, on m'a dit au Cameroun, on dit Kassav c'est Manoudi Bangoubouyo. Mais au niveau de la Caraïbe, Kassav a été très présent. Kassav est présent, mais depuis toujours, avec les Vikings déjà, nous
pratiquions l'intégration de la Caraïbe, puisque je rappelle que Happy Lewis est d'Antigua, et il avait été embauché avec les Vikings. Et à partir de ça, il s'est marié, il a fondé une famille. Aujourd'hui, il est le Guadeloupéen, il est le responsable musical de la ville de Saint-François. Et il n'y a pas que lui, il y a de nombreux musiciens qui habitent la Guadeloupe maintenant, qui sont passés avec les Vikings. Et c'est naturellement que cette particularité, ce travail ensemble de la Caraïbe, notamment la Martinique, quand on dit Guadeloupéen et Martiniquais, c'est toujours la guerre. Et Kassav, c'est le contraire. Que depuis 40 ans, nous sommes ensemble. Donc, c'est tout à fait naturellement. D'ailleurs, je ne sais pas si je verrai les 50 ans. Oui. Donc, je profite de ces 40 ans. Ah non, n'est pas. Peut-être, mais. Peut-être. Ah, allez, il est méchant. Oh là là. C'est vous. Même s'il y a les paniques, quand même. Pendant qu'il est temps, oui. Je préfère profiter pleinement et fêter vraiment avec la Guadeloupe, avec la Caraïbe, ces 40 ans de Kassav, parce qu'il y a beaucoup de symboles derrière. Alors, Widi, effectivement, c'est un concept, ce concert au Kassav. Ce n'est pas qu'un concert, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute une polémique sur une subvention, etc. Que c'est pas c'était. Je sais la réalité, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut bien expliquer aux Guadeloupéens que si au Kassav on subventionne l'argent, ce n'est pas simplement pour un concert à Bemao. Non, attention, non, c'est un cas changer ça. Oui, il n'y a pas Kassav en subvention. L'organisateur de pas ni pas subvention quelqu'un recevoir directement. D'accord? Signalisé à travers M. Pierre-Edouard Decimus par rapport à un certain nombre de projets qui parlent mieux que ça de moi. De toute façon, il y a une convention qui signe entre CTG et M. Pierre-Edouard Decimus par rapport à l'association qui peut parler de ça. Mais il faut mettre tête à you, à pas concert à Kassav que le CTG est subventionné. Oui, voilà. Non, mais il faut que ça soit clair pour tout le monde. Pour éviter les dérives. Tout m'amalgame. Alors, attention, il faut quand même dire que c'est normal qu'on donne un certain nombre d'explications à la population. Tout à fait. C'est bien pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Je ne suis pas du tout choqué ou touché par ce qui peut se dire, parce que c'est normal. Et nous sommes en période électorale, donc on va aller dans le vif du sujet. Mais enfin, quand même, il y a des limites. Bon, alors, revenons à l'essentiel. Donc, les Caribbean Week, c'est-à-dire une semaine caribéenne, il y aura des Caribéens qui viendront ici, on les a vus à Trinidad, c'est vrai, qui viendront célébrer Kassav en Guadeloupe, c'est ça? C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Mais il n'y a pas que Kassav, il y a un certain nombre de conférences comme vous avez prévu, parce que dans ce cadre-là maintenant, il y a un certain nombre de programmes avec plusieurs séquences. Le 9, on a construit la résilience de la Caraïbe face au changement climatique, donc à la fête de l'université. C'est des conférences qui seront de 18h30 à 20h, avec quand même pas mal de grands qui seront là-dedans. Voilà. Le modérateur sera quand même Julien Mérion, qu'on ne présente plus, avec des étudiants de master de Sciences Po, coopération internationale, et on va présenter les enquêtes, tout ce qui se fait autour. Après, on a aussi Joie à Tradition dans le cadre de Jarry, en fait, et dans le cadre de Joie à Tradition maintenant, on a la séquence de la coopération agricole qui se déroulera à la maison coloniale de Vionge. L'objectif principal de cette table ronde est de favoriser les échanges entre les acteurs guadeloupéens et les autres Caribéens invités sur leurs techniques de production et de transformation agricole. Donc, c'est des échanges qu'on va faire avec les Caribéens qui seront ici. Et aussi, il y a l'INRA qui est associé à cela aussi. Et le maire de Beaumont d'Haïti sera aussi présent ici pour refaire un rendu d'une expérience qui a été menée avec le CORECA et l'INRA pour la replantation d'igname en Haïti, afin qu'Haïti puisse avoir son autosuffisance alimentaire. Donc cette personne-là viendra témoigner ici pour les résultats seulement avec les gens de l'INRA qui seront ici aussi. En plus, il y a toute la partie mobilité des étudiants au niveau de la Caraïbe.
Tout ça aussi, c'est quelque chose que la région porte depuis longtemps, parce que les Caribéens aujourd'hui n'arrivent pas à échanger suffisamment. Et justement, il est question justement de remettre ça en avant. Et on a toute la séquence aussi coopération médicale. Donc, c'est de faire un diagnostic partagé sur les problématiques du cancer de la prostate dans la Caraïbe, avec des éminents chercheurs qui seront en Guadeloupe, seulement pour parler de ce problème de prostate qu'il y a en Guadeloupe aujourd'hui, où les Guadeloupéens, les Antillais en général, sont beaucoup plus impactés. Ah non, on est numéro 1 malheureusement voilà, pour la prostate, et on sait pourquoi, c'est chlordécone. Alors, il y a quand même une personnalité qu'on va recevoir aussi, c'est une doctorante trinidadienne que vous connaissez bien tous les deux. Oui, on a été auditionné avec M. Pierre-Édouard Dessimil dans le cadre de l'écriture de sa thèse de fin d'année de doctorat. Il viendrait seulement restituer les analyses qu'elle a portées justement parce qu'elle a fait l'échantillon. Elle a pris l'échantillonnage. Entre les échanges, l'industrie culturelle et les échanges qu'il y a entre la Guadeloupe et Trinidad. Et M. Pierre-Édouard Dessimil a été auditionné et a participé seulement à l'élaboration de cette thèse à Trinidad. Juste un petit mot quand même, nous ne payons pas de ça quand même. Le 14, il y a le concert. Oui, il y a le concert de 14 le 14 décembre. Qu'est-ce qui doit être particulier Pierre-Édouard va reprendre la basse? Pas encore, non. On va se contenter d'essayer de se rapprocher le plus de ce qui s'est passé à Uarina. D'accord. Donc, il y aura les écrans de Uarina. C'est un big concert en fait, c'est ça? Un big concert, oui. Mais je demande ça, oui, dit. Le public guadeloupéen le mérite. Oui, bien sûr. Et surtout, il faut dire qu'on a surtout fait pour que le concert ne coûte pas trop cher, puisqu'en Martinique, il coûte 47 euros. 47 euros. Et on s'est arrangé pour que ça ne dépasse pas 38 euros ici. D'accord. Des tickets sont déjà en vente. Oui, les tickets sont en vente. Bon, les sites All Mall, Shopping 97, dans les stations Vito, chez Blandin-Jarry. Mais la capacité... 6 000. Donc on a 6 000 over, comme on dit. Over, donc ça a pris point, ça a pris prix. Oui. Il n'y aura pas de Trinidadiens qui viendront à ce concert ou de Trinidadiens en dehors de l'ISA? Non, mais je pense que en dehors de l'ISA, bon, mais il y a Maron Harmonie, seulement c'est Pierre-Édouard qui a pris le choix de Maron Harmonie. Je pense que bon, mais il peut en parler aussi. Il y aura Maron Harmonie, mais il y aura aussi une représentante de la Guyane. Oui. Et nous devons comprendre que nous pas dire anti-Guyane encore, mais nous les francophones, l'Amazonie francophone et la Caraïbe francophone. Mais vous savez, ici, on connaît quoi que Amazon Caraïbe qui a regroupé les deux, c'est tous les samedis, c'est moins qui fait ça. Bon, messieurs, merci d'être venus. Je sais que vous serez encore au Foucassab. Oui, il faut nous parler aussi de Lissina et Ezekilenga, qui est là aussi, et puis toutes les filles de Koseïka. Oui, et c'est pas pour notre artiste guadeloupéen qui ont prévu en avant-première, non? Non, c'est eux qui ont en avant-première. C'est eux qui ont en avant-première. Koseïka, on est Lissina et Ezekilenga, on est Clara Nugent, et on est Maron Harmonie. Rendez-vous le 14 et jour à tradition du 6 au 23, mais nous avons l'occasion. Ah, mais jour à tradition, c'est le 15 décembre. Le lendemain, à concert là, nous avons joué à tradition et tous les éminents. Nous ne pouvons pas parler de ça parce qu'il faut dire aussi que jour à concert là, car savent qu'ils recevoir un award des émissions de l'OSIO qui est en Guadeloupe. Moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Ils ne savaient même pas ça. Voilà. 13h21, on change de sujet. L'homme, l'entreprise du futur. On reçoit Jean-Jacques French. Bonjour. Bonjour Dani. Alors c'est une sorte de séminaire où les gens vont se raconter. Je sais qu'on a une de nos chroniqueuses, Madame Vénéré, sera là. Elle va parler un petit peu de son parcours, mais il n'y aura pas que ça. Effectivement, on reçoit 17 intervenants internationaux, des Guadeloupéens et des Martiniquais pour cette week, donc la deuxième édition de la week. Là, le thème, c'est l'homme, l'entreprise, quel futur? Dans nos métiers d'accompagnant d'entreprise, avec Lisiane Ouafi qui est avec moi, nous constatons de plus en plus de difficultés rencontrées par les salariés, même les chefs d'entreprise aussi, à gérer le management, gérer les hommes et les femmes dans les entreprises. Nous recevons aussi des gens qui sont en burn-out, qui sont malades du travail, et de plus en plus ça s'accélère. Moi, en Guadeloupe, je me dis c'est pas possible qu'on soit sur une si belle île, qu'on puisse avoir des conditions si difficiles à vivre. Et c'est ma contribution, notre contribution à apporter aussi à la société guadeloupéenne, d'essayer de comprendre comment nous pouvons faire autrement, différemment, dans nos entreprises, dans la société, pour qu'on puisse mieux se comprendre, mieux s'entendre. Et donc cette week a pour objectif, pendant les 4 jours, d'aborder des sujets qui vont être du développement personnel, mais aussi la connaissance de soi, la confiance en soi, et aussi la partie entreprise,
Pourquoi l'entreprise est génératrice de stress? Comment on peut dépasser ça? Quel est le futur de l'entreprise finalement? Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est comme quelque chose qui est une souffrance, mais peut-être que le travail pourrait être pour certains un épanouissement. Comment on pourrait s'épanouir dans notre travail? C'est le sujet avec des intervenants donc, internationaux. Je disais, donc, il y a un Américain, des Canadiens, il y a un Belge, il y a des Français, des métropolitains. Il y a aussi des Guadeloupéens. Et des Martiniquais. Et on veut faire comme Kassav. Oui. On veut bâtir et faire ensemble. Parce que Lisiane, nous serons là aussi en tant que coach. Oui. Et je serai accompagnée d'un kiné aussi, parce qu'on va faire un regard croisé entre le monde de la santé et le monde de l'entreprise. Et voir que notre première entreprise, d'abord, c'est notre corps. On en parlait tout à l'heure avec Rudy, qui enchaîne les productions internationales. Et donc, du coup, oui, ce corps qu'on a, comment on en prend soin, comment on le nourrit, mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc, on va parler de plein de choses. On va parler aussi, Danick, de stratégie aussi. Et dans l'exécution de la stratégie, on va recevoir une pointure, mais vraiment une pointure. Ce gars-là, il est prof Harvard, London Business School. Il intervient au niveau des gouvernements. Et donc, cette pointure va faire un dîner VIP où on va inviter des dirigeants. On a invité des dirigeants, d'ailleurs, l'invitation est encore ouverte. Et pour parler de la stratégie et l'expert en exécution de la stratégie. Alors, faudrait déjà en avoir une de stratégie lorsque lui vous explique comment faire que cette stratégie soit un succès. Comme Kassav, je pense que monsieur Pierre-Édouard Décimus doit avoir plein de conseils. Il doit avoir plein de conseils. D'ailleurs, je crois que on devrait l'inviter à ce dîner. Oui, parce que en fait, l'idée c'est ça. L'idée c'est de partager nos points de vue, nos perspectives, parce qu'on a plein de choses à apporter, nos expériences. Exactement. Un parcours exceptionnel. Danick, vous êtes invité, vous aussi, mon cher. Donc, à venir partager votre point de vue. Non, mais c'est vrai, on est doué, on a plein de talents, on a vraiment des belles pépites, et à la fois dans la musique, dans le sport, dans l'entreprise, scientifique, des chercheurs. Et aujourd'hui, il est temps qu'on partage et qu'on réunisse les énergies pour faire ensemble. Et vraiment, c'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas un hasard qu'on soit là avec monsieur Pierre-Édouard Décimus. Je me permets juste un petit mot, Pierre-Édouard, en parlant de stratégie, mais d'expérience. Il y a un ouvrage sur toi qui doit paraître incessamment sous peu. Alors, il y a plusieurs certainement, mais aussi le mien qui va sortir. L'autobiographie? C'est pas une autobiographie, c'est le regard d'un enfant qui explique le contexte socio-culturel qui a fait que Kassav a pu naître. D'accord. Oh, c'est super. Ça sortira d'ici le début de l'année? Normalement, oui. Normalement, oui, on y reviendra. Alors, tout commence quand et où? Donc ça commence demain matin et donc le premier jour donc jusqu'à samedi. Oui. On a donc un programme chargé avec des consultants, des experts, des personnalités de l'art. Oui. Et à la fois la tête. J'ai vu avec Joséphine invitée. Exactement. On aura aussi des prospectivistes comme Sandra Enlard qui va venir nous parler de la transformation digitale et de l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés aujourd'hui. Et puis surtout sur nos formes d'apprentissage de personnes adultes. Donc, sa conférence, c'est « Faut-il encore apprendre ?» C'est très intéressant. On va avoir des gens qui vont nous parler de qualité de sommeil. Enfin, vraiment, on va avoir vraiment un panel d'expertise intéressante. La dernière question. Est-ce que le digital change beaucoup la vie de l'homme et de l'entreprise d'aujourd'hui? À 100%, complètement. Oui. Le digital nous transforme et transforme les métiers de demain. Donc d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on accueille des étudiants de l'université de Fouillol le mercredi et le vendredi. Fouillol et du DUT de Saint-Claude seront là pour découvrir, rencontrer des chefs d'entreprise aussi, et puis découvrir comment le monde de l'entreprise évolue. Alors, quand on parle d'entreprise, je veux juste dire aussi quelque chose, c'est que l'entreprise, c'est aussi entreprendre sa vie, entreprendre un projet, comme celui de Kassav, le projet réussi. Et donc, on est dans l'entreprise élargie, c'est l'entrepreneuriat. Je suis auteur de ma vie, je suis acteur de ma vie, et nous souhaitons que chaque Guadeloupéen soit debout et acteur de sa vie pour un meilleur futur. On a encore le temps de s'inscrire s'il y a des gens qui sont intéressés. Oui, ils font quoi? Ils vont sur un lien, donc week.humansling.com ou sur Ulmol aussi. On a la billetterie qui est ouverte et qui est partenaire.
Ben écoutez, on vous remercie d'être venu nous dire tout ça. L'homme d'entreprise, quel futur? C'est à la Wawa que ça se passe? C'est au Salaco. Au Salaco, mais j'ai vu qu'il y a des choses à la Wawa aussi. Oui. C'est au Salaco. Tout au Salaco. Bon, parce que Tout est au Salaco. Tout au Salaco. Là, Jari, en fait, ça peut être Kajari. Ça peut être Kajari. Et donc, voilà, 13h28. Merci, messieurs, merci, madame. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin des aventures du ZCL News. Il est déjà pratiquement l'heure de la deuxième tranche de publicité. Voilà, il est 13h36 dans le ZCL News, troisième et dernière partie. On va recevoir successivement Mylène, notre coach du mardi. Bonjour Mylène. Bonjour Annie. On va recevoir aussi un artiste que je ne connaissais pas, Alexis Peskin. Bonjour. Bonjour. Il a un parcours particulier, il raconte un petit peu sa biographie, et puis il y a de très belles photos dans cet ouvrage. Il sera en exposition au MAC à partir de ces jours-ci. Sinon, Mylène, avant de donner la parole à Naïla pour les informations, on retourne sur l'incendie, Kevin. Il y a eu un incendie tout à l'heure à la rue Vatable. Quelques images rapides en attendant que Harold revienne dans les studios. Alors nous sommes toujours en direct de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous étiez là quand l'incendie a commencé? Oui, j'étais chez moi et par contre j'ai vu la fumée qui sortait. Et puis je l'ai dit à mon voisin qui s'appelle Ronnie et nous l'appelle Pépéo. Pépéo il y a des faits et Pépéo appelle les pompiers tout de suite. C'était à peu près 11h à Menka. Et c'est déclenché le feu, puis voilà. Et les pompiers sont restés presque 45 minutes pour arriver. Et puis le feu prend tout l'avantage, et voilà, il s'est brûlé beaucoup plusieurs de maisons, et puis tout a brûlé. Et par contre, comme je suis étranger, j'habite là depuis 7 ans, depuis tout en Guadeloupe, 31 ans. J'ai oublié les passeports et tout ça, j'étais trop nerveux. Et tout ça fait, j'habite à la rue Vatable numéro 49. C'est grave. À peu près comme je suis habité ici depuis longtemps, comme je dis. À peu près 7 ou 8 maisons comme ça. Parce qu'ils sont toutes collées, tu vois. Elles sont toutes en bois? Toutes les maisons sont en bois? Oui, la majorité, ils sont toutes en bois. Voilà, on aura probablement d'autres images sur le Facebook Live de Canal. Vous pouvez suivre ce qui s'est passé. On retourne donc vers Mylène, oui, tout de suite générique, et puis « Et si tu brillais ?» Bonjour Mylène, alors donc le sujet aujourd'hui te passionne visiblement. Hein. Ah ben oui, bien sûr, il me passionne tout particulièrement. On va parler femmes, business et ambition. Ça va ensemble, femmes, business et ambition? À mon avis, oui. À mon avis, oui, d'autant plus que l'entrepreneuriat est un sujet d'actualité, l'entrepreneuriat féminin tout particulièrement. Donc on en parle beaucoup. Pour autant, les chiffres sont là et il y a encore beaucoup de femmes qui, malheureusement, ne vont pas encore au bout de leurs ambitions. Alors, Mylène, on va parler entre nous. Pourquoi tu tiens particulièrement à ce sujet? J'y tiens pour améliorer nos sociétés. Parce que en fait, je crois vraiment à la contribution de la femme dans le monde de l'entreprise, qu'elle fasse cette contribution en tant que créatrice ou dirigeante d'entreprise ou même éventuellement en tant que salariée. Puisque pour moi, les femmes représentent une opportunité. Alors, quand tu dis que les femmes sont une opportunité, tu as des exemples, au moins un exemple? Ah ben oui. En dehors de toi. Alors, pour moi, les femmes sont une opportunité, c'est sûr, parce que si on regarde les domaines scientifiques ou même le numérique, qui est un domaine qui va recruter des milliers de postes dans quelques années, on parle... Ça commence déjà. Oui, mais il y a un boom à venir, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on est aux prémices et il y a une opportunité et une étude de Syntec numérique, pour les personnes qui veulent y retourner, parle d'une plus-value de 9 milliards d'euros
sur le PNB de l'Union européenne, chaque année, en incluant les femmes. Donc c'est une opportunité sur laquelle on gagnerait à parier vivement. C'est une belle niche, quoi. Ah oui, absolument. Alors, si les bénéfices sont là, pourquoi sommes-nous encore, les femmes en tout cas, pas assez nombreuses à saisir ces opportunités? Je vois trois niveaux à considérer. Le premier niveau, c'est celui au niveau de nos entreprises, nos organisations, nos structures. Ça, c'est le premier niveau. Il y a aussi le deuxième niveau, qui est celui de nos cultures, les modes d'éducation. Et ensuite, le troisième niveau qui concerne nos perceptions et les actions personnelles. Sur les deux premiers niveaux, ce ne sont pas nécessairement des éléments sur lesquels on peut agir là, maintenant, tout de suite, mais nos perceptions et nos actions personnelles, ça, oui. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime bien que tu emploies le on, le nous, parce qu'en effet, c'est pas qu'une question de femmes. En fait, l'entrepreneuriat féminin concerne les femmes, la place des femmes dans l'entreprise concerne les femmes, mais pas que les femmes. Puisque mon but n'est pas de créer une armée d'Amazon où on met totalement les hommes de côté, c'est vraiment qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Mutualiser les moyens. Absolument. Mutualiser les moyens pour faire en sorte de créer des opportunités, par exemple, dans le management, puisque l'approche managériale des femmes, que ce soit sur un aspect collégial ou transversal, ça fait partie des opportunités dont on parle de plus en plus, notamment en termes de management bienveillant, les postes de direction, différentes approches, etc. Il y a vraiment des opportunités. Alors maintenant, tu me diras, comment on arrive à cela ? Ma réponse, c'est qu'il faut faire en sorte que les femmes elles-mêmes reconnaissent et aient conscience de leur plus-value, parce qu'on en a, la plus-value qu'elles apportent, et que aussi nos entreprises en face soient assez audacieuses pour parier sur les femmes. Et c'est là que moi, j'ai mis mon créneau, en tout cas en tant que cabinet de conseil, pour l'émergence des talents féminins dans l'entreprise. Les deux dernières questions, je les laisse à une femme. Oui, non, c'est vrai que ça m'interpelle parce que je crois que tu as justement créé un événement qui a permis aux femmes de parier sur elles. Absolument, absolument. C'est le Meetup, enfin la rencontre We Dream Up, qui a été initiée il y a déjà 2 ans. Janvier va faire 2 ans, où on va parler justement de femmes et d'entrepreneuriat, parce que je crois en fait qu'on peut façonner un environnement qui est propice à l'épanouissement de celles qui ont l'audace de créer, quel que soit leur chemin de vie. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est quoi? C'est de multiplier le nombre d'entreprises qui sont viables, prospères et pérennes chez nous, et des entreprises qui sont créées par des femmes dans la Caraïbe et au-delà. Et tu as déjà une date pour la prochaine fois? Oui, j'ai une date. La date, c'est demain au Spot Coworking à 19h. Bonne et mauvaise nouvelle, on est déjà complet. Oui. Voilà, mais je laisserai. Ouais, comme d'habitude. Il faut cliquer tout de suite. Il faut cliquer tout de suite. Il faut cliquer vraiment tout de suite. Mais je laisse quand même mes coordonnées aux personnes qui sont intéressées pour la prochaine session du mois de janvier notamment. Et pour les entreprises qui, je sais, ont de bonne volonté, qui entendent parler d'égalité femmes-hommes, mais qui peut-être n'ont pas les moyens ou ne savent pas comment actionner cela, mais je laisse aussi mes coordonnées. Contactez-moi, vous y gagnerez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc contactez-moi 0690 141 142. Dernière question. Ton Meetup, il est mix ou... Il y a des hommes qui viennent, qui sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus tant qu'ils acceptent que le féminin remporte sur le masculin pendant quelques heures. Je parle de elle. Quand il y a un homme et une femme, on dit quoi? Il ou elle? Au Meetup, on dit elle. On dit... Il faut le faire. Bon, bon, ça viendra. Bien, merci. On parle tout de suite d'Alexis Pesquine. On revient vers toi, Naïla. Oui, on va faire un petit sujet d'actualité. Alors hier, il y avait donc l'amendement de monsieur Dominique Théophile au Sénat sur le duty free. Je n'étais pas sur celui-là, mais bon. C'était pas sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas de souci, vas-y. Et donc, ce duty free a fait l'objet d'une conférence hier soir aussi à Pointe-à-Pitre, qui a rassemblé pratiquement toute l'opposition au maire actuel, Jacques Bambou, l'ex-maire, puisqu'il a été remplacé par une femme, précisément. Et donc, on a beaucoup parlé de duty free. On en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, avec Rosan Mounien. Il y a un sujet. Tout à fait. Ça s'est fait sous forme de conférence-débat à Réminé-Souta, à Pointe-à-Pitre, où, à l'initiative de M. Olivier Servat, ainsi du député de la Guadeloupe, ainsi que le sénateur Dominique Théophile, un amendement a été voté pour pouvoir permettre à la Guadeloupe et à la Martinique d'être dotés d'un duty free. Des débats assez vifs. On va bien entendu, il y aura des pour et des contre. Reportage en images tout de suite. Oui, c'est vrai, il est important que nous puissions dire qu'avec le gouvernement d'Édouard Philippe, grâce à la pugnacité
du sénateur Théophile, grâce à l'investissement de tous les parlementaires, il fallait que nous puissions faire passer ce dispositif de duty-free dans les villes centres qui accueillent des croisiéristes, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, mais aussi, pourquoi pas, Marie-Galante, Déé et Terre de Haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les touristes qui descendent de bateaux de croisière et qui descendront pour acheter du matériel ne paieront ni TVA, ni octroi de mer, ni droit d'assise sur les produits qu'ils vont acheter. C'est surtout une réelle opportunité pour toute la Guadeloupe. Quand on regarde bien cette opportunité, l'idée c'est de faire venir beaucoup plus de touristes. Parler à 1 million de touristes, par exemple, parler de millions de touristes, c'est beaucoup de plus-value créée au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, créer de l'activité, créer de l'emploi et aussi des charges sociales et des impôts pour la Guadeloupe et pour la ville de Pointe-à-Pitre. Ça va permettre de pouvoir booster, si je puis m'exprimer ainsi, le chiffre d'affaires des commerçants de toute la ville, et toute la ville est concernée, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre notamment, pour pouvoir avoir des possibilités d'augmentation de chiffre d'affaires, ce qui va créer de l'activité, créer de l'emploi et permettre un accueil du tourisme beaucoup plus adapté, avec des rues propres, avec aussi une sécurité et avec aussi des commerçants agréés. Il faudra des conditions pour pouvoir respecter les droits au duty-free. Elle existe ailleurs dans les territoires caribéens. Il fallait tout simplement nous mettre à niveau de la concurrence pour l'instant déloyale qui existait dans les autres pays caribéens. À Sainte-Martine, à Sainte-Lucie, aux Bahamas, il y a des territoires duty-free et souvent, pour l'instant, les touristes n'achètent pas chez nous parce que les produits sont trop chers. Donc, oui, pourquoi pas, les touristes venant aussi par avion, de pouvoir bénéficier de ce dispositif dans certaines boutiques agréées. Ce serait une bonne chose pour attirer encore plus de tourisme parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien loin des 1 million de croisiéristes, etc., alors même que nous sommes une île, un archipel magnifique. Alors, je l'ai dit, cette conférence rassemblait toute l'opposition au maire, l'ancien maire Jacques Mangou. Il s'agissait bien évidemment de parler de duty free. Le duty free, est-ce la solution pour résoudre les problèmes de Pointe-à-Pitre? Nous aurons l'occasion ici même d'en reparler. D'ailleurs, cette décision, cet amendement a été pris hier, mais à titre expérimental, et le texte devrait retourner à l'Assemblée nationale française et savoir réellement ce qui va en devenir, puisque on sait très bien que même des partisans de M. Macron ont voté contre cet amendement. Alors, nous devrions logiquement avoir Victorin Lurel qui voulait répondre à quelques propos échangés hier avec Dominique Théophile. Malheureusement, M. Lurel, qui nous avait promis d'être au téléphone, est injoignable en ce moment. Donc, on remet ça peut-être à demain. On reçoit aujourd'hui Alexis Pesquine, qui présente au MAC une exposition de ses œuvres. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, je regardais un peu votre, j'ai envie de dire, généalogie. Vous avez un parcours particulier du point de vue de votre famille, puisque, d'après ce que je comprends, votre père, je relis ce qui est écrit. Alors, vous êtes né à Paris, votre père est français, mais russe par sa mère. Par son père. Par son père, oui, ouais. Qui lui-même venait de Salvador de Bahia. Non, ça c'est mon autre grand-père. Là, c'est l'autre grand-père qui venait de Salvador de Bahia. Il est brésilien. Ouais. Et mon père, le père de mon père, mon grand-père, est né à Saint-Pétersbourg, c'est bien ça. Voilà. Donc le père de mon père. Oui. Et il a été considéré comme juif, puisqu'on l'a, pendant la guerre, il a été un petit peu embêté. Il a été déporté, il a survécu à un camp de concentration à Dachau. Oui. Et déjà, il avait dû quitter la Russie quand il avait 4 ans, à cause des pogroms et tout ça. Ouais. Et voilà. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, en fait, ma mère a grandi à Salvador de Bahia, au Brésil. Oui. Et donc voilà. Vous avez fait tous ces pays déjà? Oui, absolument. Russie. Je reviens de Rio et j'ai fait la Russie, mais une seule fois. Une seule fois? Ouais. On n'a plus de famille là-bas. Parle un petit peu de russe. Absolument niet. Absolument niet. Déjà. D'autres langues, mais pas le russe. Mais un peu de brésilien quand même. Oui, portugais, brésilien, wolof. Wolof aussi. Français, ouais, alors j'ai vu le catalogue de votre exposition. Expliquez-moi un peu comment vous travaillez, puisqu'il y a beaucoup de figures noires. C'est pas un hasard. Non, c'est mon travail en fait parle de l'expérience noire à un niveau global, de Black Experience, des expériences noires.
Et c'est un sujet qui m'a touché depuis mon enfance, ayant cette expérience moi-même en France, un pays où il y a, en métropole où j'ai vécu beaucoup de racisme, j'en ai vu beaucoup autour de moi. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup de discrimination, et c'est un sujet qui, au Brésil aussi, c'est un des pays les plus racistes au monde, et c'est un des pays où notre présence là où on est le plus présent au monde aussi. Donc voilà, les États-Unis où j'ai fait mes études, où j'ai joué au basket. Donc, et partout, à chaque fois que je visite ces pays, je m'intéresse à ces dynamiques et ces dynamiques identitaires. Alors, on voit à l'écran une des photos de vos œuvres. Alors, c'est un traitement particulier pour pixeliser les images? Alors, c'est pas des pixels parce que... je pose la question. Hein. Non, les pixels sont des carrés qui se touchent et un carré de couleur. Ouais. Voilà, c'est des petits ronds qui ont un espace entre c'est de la trame. Ouais. C'est un peu ce qu'on utilise dans la sérigraphie. Sauf que je remplace ces points par des clous de tailles différentes. Ça donne un rendu particulier et toutes les œuvres sont traitées comme ça, mais pas que, puisqu'il y a aussi des œuvres comme ça, photographiques, tout à fait normales. Ouais, où je travaille en fait la photo et aussi le film, et dans mes photos et mes films, je crée des costumes en rapport avec les sujets dans lesquels je veux parler. Là, c'était Aljana Moons, un sujet un peu afrofuturiste. Je ne sais pas si on peut voir. Le technicien peut nous montrer l'image que je propose là, voilà. Mais on verra tout ça dans votre exposition qui commence. Alors oui, on va montrer, en fait, c'est demain, il y a un cocktail à 17h et ça va être là pendant 2 semaines, peut-être un mois. Au MAC? Au MAC, au Memorial Act. Je pense que pendant un minimum de 2 semaines, peut-être un mois. Oui. Et normalement, on est en discussion pour faire une exposition solo là-bas. Voilà. Et alors, quand vous êtes ici, c'est votre premier voyage en Guadeloupe? Mon premier voyage, oui. Depuis le temps. Vous allez un petit peu shooter ici, un peu quand même? Je voulais faire, en fait, je dois faire une scène de mon prochain film, mais je vais la faire la prochaine fois que je reviens. Ah, vous reviendrez? Oui, tout à fait. Bon, welcome alors. Thank you. En tout cas, c'est une exposition à voir à partir de demain au MAC. Question peut-être naïve? Non, c'est par la curiosité, à travers tous ces voyages, l'histoire du noir, elle est identique? Non, on va dire qu'il y a des bases. Non, à tous les endroits est différente, mais il y a beaucoup de similitudes dans nos histoires, parce que c'est beaucoup des histoires de résistance. La base est un peu la même. Beaucoup de nos sociétés partent. Après, on a des histoires avant aussi. Oui, bien sûr. Qui commencent bien avant l'esclavage et voilà. Je veux dire, il y a les Mansa Moussa, et on va jusqu'aux pyramides, il y a tout. Mais non, les pays ont des histoires différentes et des dynamiques différentes, mais partout, il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve. Il y a beaucoup de points communs, et il y a aussi beaucoup... Si on prend les endroits où on a été déporté et réduit à l'esclavage, par exemple, il y a des choses qui sont folles qu'on peut retrouver, comme le camp d'Omblé au Brésil, qui est la même chose que la Saint-Élie ou le vaudou en Haïti, ou la Saint-Élie à Cuba, et où les religions sont restées quasiment pareilles, ou même au niveau des rythmes. Là, j'entendais des rythmes au léos qui ressemblaient exactement à ce qu'on faisait au Brésil. C'était juste la danse qui était différente. Même dans les danses, on peut retrouver des choses. Même en Afrique, quand on va en Afrique, on entend des sons, on a l'impression d'être encore en Guadeloupe, alors que ça fait 4 siècles qu'on a quitté ces pays-là. Ouais, et c'est extraordinaire. Après, oui, au niveau des résistances, il y a beaucoup d'histoires qu'on retrouve. Par exemple, les marrons, chez nous, on appelle ça les quilombos, les territoires marrons. On a eu ça au Brésil. Enfin, ce sont les mêmes dynamiques. Il y a aussi, et à Jamaïque, on les appelle les Maroons. Oui, les Maroons, exactement. Donc, en tout cas, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs s'ils veulent voir les œuvres Power Figures. Alexis Peskin, c'est au Memorial Act à partir de demain soir. Et vous avez beaucoup visité l'Afrique? J'ai fait 26 pays et j'ai encore plus de la moitié à faire. Ah ouais. J'essaie de faire les 54. Ah ouais, welcome. Ok, voilà, merci. 13h54, on remercie tout le monde, on remercie notre réalisateur comme d'habitude. Kevin. Demain. Non, Kevin demain. Bon, Kevin demain. Mylène, on la reverra dans 15 jours. Dans 2 semaines, ça va, Mylène, tout va bien? Demain, c'est full up. Ah oui. Meet up full up. Meet up full up. Ouais, c'est sûr. All right.
On ne peut rien faire d'autre. Bon, il reste l'homme et l'entreprise, quel futur. Et puis Caribule, on en parlera demain. Tout à fait. Oui, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure.